C'est un grand plaisir de vous accueillir pour cet événement important de la scène TMT de l'année, à savoir le lancement de notre 13e édition de notre Bible. C'est un événement important parce qu'il contient en fait toutes nos analyses de l'année. Et surtout, c'est un grand plaisir de vous accueillir et de se retrouver. Alors, il faudra subir quelques présentations, mais après cela, nous aurons un cocktail au premier étage. Alors, pour les tweeters, vous pouvez tweeter, mais pour préserver la bonne humeur de nos interventions et de nos intervenants, les tweets ne seront pas en live pour que vous puissiez vous concentrer sur les exposés. On a un agenda relativement dense, donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors l'IDAT, en quelques mots, c'est une association créée en 1977. Souvenez-vous, en 1977, certains d'ailleurs n'étaient pas encore nés. Il n'y avait pas Google, il y avait La Voix, il y avait France Télécom. Il n'y avait pas de clients parler d'usagers et 37 ans après, le paysage a bien changé. Il y a des nouveaux venus, des sortants, des futurs sortants. C'est un business qui est passionnant parce que vibrant et tous les jours on se réveille avec des nouvelles alarmantes parfois et enthousiasmantes la plupart du temps. Et c'est un peu la raison de vivre de l'IDAT. En fait, être une veille technologique de tout ce qui se passe dans le monde et offrir à nos membres, à nos adhérents et au marché finalement un point de vue intrinsèque avec des chiffres qui sont des chiffres véritables de ce qui se passe dans notre industrie. Alors l'IDAT, c'est trois choses. C'est d'abord un think tank, un réservoir de pensée, des analyses. On en fait à peu près 40 rapports par an. On a 200 études. C'est aussi une formidable équipe de consultants qui fait non seulement des études, mais qui est présent chez beaucoup de nos partenaires. Et enfin, on s'est lancé dans l'événementiel, puisque en plus de notre événement à Montpellier, où nous étions 1300 cette année, on a lancé des clubs à Bruxelles, Paris et Londres. On se réunit une fois par mois, donc 3 réunions par mois, chez nos membres, et ça marche très très bien, puisque nous avons eu un record d'audience l'autre jour, on était plus de 100. Alors, tous ces efforts des équipes ont été récompensés. On a été élu le meilleur think tank en Europe, donc ça a été une récompense qui soulignait donc le travail de nos équipes. On a été aussi numéro 1 dans tout ce qui est catalogue de recherche sur le marché. Il faut savoir qu'un des fonds de commerce de l'IDAT, ce sont des recherches non partisanes. Je ne vais pas dire du mal de la concurrence, parce qu'on n'a pas de concurrent, mais souvent quand on demande une étude, plus on paye, plus on a un certain nombre d'études qui vont faire plaisir au CEO, au board, pour lancer un certain nombre de produits. À l'IDAT, c'est garantie, pure vérité, c'est l'intégrité des données, et donc on est très fiers de cela. Et en plus, beaucoup d'institutions nous font confiance. Et enfin, on a gagné la confiance de beaucoup d'organisations, l'ARCEP, bien sûr, avec qui nous collaborons depuis des années, mais aussi Ofcom, la Commission européenne et la plupart des régulateurs avec qui nous travaillons pour dessiner l'architecture des télécoms du futur. Alors aujourd'hui, ce lancement, c'est la deuxième manifestation. On a une manifestation à Londres le 16 mai, nous allons à Bruxelles le 10 juin, et c'est l'occasion de présenter donc une année de synthèse, une année de réflexion, une année de dossier, et aussi d'aiguiller notre réflexion sur le futur, ce qui va se passer. Alors, je ne vais pas dévoiler tous les secrets, mais on a eu un certain nombre d'idées assez précurseurs dans un certain nombre de domaines, et on va les partager avec vous. Alors, l'année 2012, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a eu quand même quelques événements importants. Souvenez-vous, en janvier, l'arrivée de Free, qui a quand même relativement bousculé l'écosystème français. La fermeture du site Megaupload, le nombre d'utilisateurs de mobile en Chine qui a dépassé le milliard, au-delà des estimations. L'introduction mouvementée de Facebook
en début d'année au Nasdaq, Google qui boucle l'acquisition de Motorola. Est-ce qu'on pouvait l'imaginer il y a 5 ou 6 ans? Non. Finalement, l'improbable se passe dans notre secteur. Apple qui devient la plus grosse capitalisation boursière de l'histoire, avec une action qui est allée à 700 $. La sortie de l'iPhone 5, pour ceux qui étaient à New York, la queue dès le soir pour avoir le dernier joujou à la mode, un certain nombre de consolidations, T-Mobile, Sprint, etc. L'action de Netflix qui s'envole, 27 millions d'abonnés aux États-Unis, et enfin les enchères de la 4G avec un montant de 3,8 milliards d'euros. Donc vous voyez finalement que ce n'est juste un extrait des événements, mais on a la chance d'être dans une industrie qui bouge, qui se développe, et c'est une des rares industries où d'ailleurs tous les matins il y a plus de clients, et tous ces clients dépensent plus. Alors l'année 2012 a été marquée aussi par un certain nombre de bonnes nouvelles. On s'est donné un objectif de 50 membres. Nous avons accueilli 10 membres en plus. Alors je vais les citer parce qu'ils sont dans la salle. Donc BT, CloudWatt, Coriolis, dont je salue le président ce soir, M. Pierre Bontemps, EMC, Gemalto avec Olivier Piou, HP, Mobistar, NetJeff, OneOak et Sequence. Donc nous avons maintenant 41 membres. Notre objectif à la fin de l'année est de 50. Et l'IDAT vit grâce avec nos membres, et je tenais à les remercier ce soir, car nous faisons un excellent travail ensemble, et l'objectif, bien sûr, c'est de réunir autour d'une table les acteurs de cet écosystème, de déposer les armes et de réfléchir à des modèles pérennes qui vont œuvrer pour le salut de notre industrie. Donc voilà un petit peu mon introduction. Je voudrais maintenant présenter Madame la Ministre. Madame la Ministre, quelques mots pour vous accueillir. Je ne vais pas revenir sur votre brillant CV, je pense que tout le monde vous connaît, mais au nom de l'IDAT, nous tenions à vous dire qu'en quelques mois, la politique du gouvernement en matière numérique a un visage, et que vous êtes arrivé dans un paysage assez tumultueux. Vous avez pris à bras-le-corps tous les dossiers en cours, les assises du haut débit, avec la feuille de route. Vous avez aussi rassuré les entrepreneurs, et pas seulement les pigeons, l'épisode bien connu, et vous avez donné aussi, entamé un dialogue avec tous les géants de l'industrie de l'Internet. Et nous qui avons fréquenté beaucoup de secrétaires d'État et de ministres maintenant à l'économie numérique, on tenait à vous féliciter, vous remercier, et surtout vous souhaiter longue vie, et que vous fassiez le plus longtemps possible pour nous accompagner dans ces transformations dont notre industrie a besoin. En plus de toutes ces missions, vous avez pris le temps de venir nous voir, et pour cela, nous en sommes très reconnaissants. Madame la Ministre, c'est à vous. Merci beaucoup pour ces encouragements, ça fait toujours plaisir. Je souhaiterais d'abord remercier l'IDAT, et tout particulièrement François Barrault et Yves Gassot pour leur invitation à venir intervenir aujourd'hui lors de la présentation du DigiWorld Yearbook qui est sur mon bureau, que je n'ai pas encore lu complètement, mais je vais le prendre pour mes vacances. Peut-être, si j'en ai. Cet événement est avec le DigiWorld Summit qui se tient chaque année en novembre à Montpellier, où j'espère donc pouvoir venir cette année. Je n'avais pas pu, avec regret, y assister l'année dernière. C'est un lieu de rendez-vous et d'échange autour du numérique qui, je crois, aide à avoir la vision la plus large possible de l'économie numérique. C'est chaque année dans cet esprit que vous présentez le DigiWorld Yearbook, et je crois avec une certaine réussite, ou avec une réussite certaine, une rétrospective de l'année passée et une présentation des tendances et futurs enjeux pour le développement de l'économie numérique. Alors vous le savez, je suis profondément convaincue que le numérique, enfin comme vous, je pense, constitue le principal vecteur pour nous permettre de retrouver la croissance et pour moderniser notre économie. C'est pourquoi le développement du numérique, de l'économie numérique, est au cœur de l'action du gouvernement. En tout cas, je m'efforce de le mettre au cœur de l'action économique du gouvernement. Cette action passe par la création d'un environnement favorable sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du secteur des communications électroniques, en passant par le cœur de l'économie numérique jusqu'aux applications les plus concrètes au service de nos concitoyens.
Je souhaiterais tout d'abord évoquer avec vous ce soir les communications électroniques. Depuis un an, le gouvernement a contribué, je crois, à redonner un cadre d'investissement favorable aux opérateurs, nécessaire pour le déploiement des réseaux à très haut débit, qu'ils soient fixes ou mobiles. Tout d'abord, premièrement, France Très Haut Débit, le plan d'investissement massif important de 20 milliards d'euros sur 10 ans, qui va contribuer à la relance de l'investissement dans la filière et pour lequel l'État a mobilisé des sources importantes de financement. Une enveloppe de subventions de plus de 3 milliards d'euros pour les 10 prochaines années et une enveloppe de prêts issus des fonds d'épargne de 20 milliards à des taux faibles, 3,05% actuellement, avec des maturités longues de 20 à 40 ans et des différés d'amortissement qui sont des conditions extrêmement favorables pour les collectivités territoriales en particulier. Deuxième point, l'accélération du développement de la 4G, avec la possibilité pour les opérateurs de déployer des services dans la bande des 1800, la libération anticipée de la bande des 2,6 gigas et le lancement de l'expérimentation dans la bande des 800 mégas, dont nous pourrons tirer, à Palaiseau, dont nous pourrons tirer, non, à Saint-Étienne, dont nous pourrons tirer tous les enseignements d'ici quelques semaines seulement. Enfin, la décision de principe, j'ai vu qu'elle est évoquée dans le petit résumé, d'une affectation de la bande des 700 au secteur des télécommunications. Cette affectation s'inscrit bien sûr dans une dynamique européenne et internationale et va, je pense, contribuer à accompagner la demande pour une distribution toujours plus importante de la télévision par les opérateurs de communication électronique, que ce soit dans le cadre de services managés ou des services innovants par les plateformes de services délinéarisés. Je rappelle que c'est uniquement une décision de principe pour le moment qui a été prise et que les modalités de mise en œuvre restent à définir avec la plupart d'entre vous d'ailleurs. Afin d'accompagner l'effort d'investissement des opérateurs, le gouvernement s'est engagé à stabiliser le cadre fiscal. Je crois que c'était une demande importante, enfin légitime d'ailleurs, du secteur des télécommunications, dont nous savons très bien qu'il est déjà assez fortement mis à contribution pour le financement notamment de la création cinématographique et audiovisuelle. Et autrement dit, le président de la République s'est engagé à Clermont-Ferrand, il y a quelques mois, à ce que jusqu'à la fin du mandat, le secteur ne supporte pas de nouvelles taxes qui ne viendraient pas financer des investissements dans le secteur. Ce dynamisme que nous avons mis en œuvre au plan national doit être accompagné au niveau européen et international selon plusieurs axes, selon moi. Tout d'abord, en donnant une véritable impulsion au numérique en Europe, en donnant un deuxième souffle à l'agenda numérique européen et en donnant au numérique un vrai rôle au service de la croissance. Et à ce titre, je tiens à réitérer le soutien du gouvernement aux initiatives qui peuvent conduire à l'accélération de la diffusion du numérique, notamment en simplifiant les procédures administratives pour le déploiement du très haut débit. Ensuite, en trouvant un cadre industriel qui permette à nos acteurs de retrouver une position forte dans le paysage mondial. Je crois que nous devons nous préoccuper de la taille de nos acteurs dans le secteur des communications électroniques, alors que nous assistons au niveau mondial à une concentration entre acteurs ou à des tentatives de rapprochement. La situation actuelle, avec un morcellement extrême, environ 150 opérateurs pour une population à peu près équivalente à celle des États-Unis en Europe, fragilise nos acteurs en les rendant moins agiles à l'international, en particulier pour réaliser des acquisitions qui pourraient constituer des relais de croissance indispensables et conduit aussi à renforcer la pression sur les équipementiers. Enfin, en créant les conditions pour une concurrence saine et un partage équitable de la valeur dans l'ensemble de la chaîne, que ce soit dans les terminaux ou dans les plateformes de services. Face à des acteurs dont le poids économique n'a guère d'équivalent dans le reste de la filière, le niveau européen et international doit être privilégié. De ce point de vue, l'initiative de la Commission sur la consultation des acteurs concernant les engagements de Google est une étape indispensable pour créer les conditions de ce level playing field. Et je crois que c'est également le cas du règlement sur les données personnelles qui est actuellement en discussion. Néanmoins, nous devons, là encore, faire attention, je crois, à ne pas pousser une solution contre-productive qui créerait des handicaps pour le développement et la compétitivité de nos entreprises, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient européennes. C'est bien là tout l'enjeu du travail sur la fiscalité et tout particulièrement de la fiscalité applicable aux entreprises du secteur numérique qui doit être menée dans les mois à venir. Je serai demain d'ailleurs à l'OCDE pour participer à une session intitulée « Too big to pay tax » consacrée à l'érosion des bases imposables à l'impôt sur les sociétés, car la France, vous le savez, a décidé de prendre part très activement au groupe de travail de l'OCDE pour présenter des mesures concrètes au prochain G20 de juin. Par ces chantiers sur la fiscalité et les infrastructures que nous menons en France et que nous portons au niveau européen et international,
Le gouvernement est pleinement engagé à créer un environnement propice au développement de l'innovation, et tout particulièrement dans le domaine du numérique. Cela passera également par un chantier qui me tient à cœur, la création de 15 quartiers numériques, dont un super cluster à Paris ou en région parisienne. Avec ce projet de quartier numérique que j'ai lancé en décembre dernier, nous allons créer une vitrine internationale de l'excellence française dans le numérique. 15 quartiers numériques seront créés dans des agglomérations, les agglomérations les plus dynamiques dans le secteur du numérique, en fédérant et en s'appuyant sur des initiatives déjà existantes. Ils réuniront autour de lieux emblématiques l'ensemble des acteurs du secteur qui le souhaiteront et proposeront une série de services collectifs. Aujourd'hui, le projet des quartiers numériques entre dans une phase très concrète, très opérationnelle, avec la publication des réponses à la consultation publique que j'ai lancée sur notre site internet et la remise du rapport qui a été fait par la Caisse des dépôts et consignations en juin. Car ne nous y trompons pas, c'est en créant cet environnement propice au développement des talents en France que nous serons en mesure d'engager une véritable mobilisation de l'ensemble des forces vives autour de la révolution numérique qui va véritablement transformer notre société. Je ne vous cite ici que 2 exemples, parmi des dizaines, voire des centaines. La modernisation des services publics. Je prends comme référence la Suède, où j'étais vendredi dernier. Ce pays a su mettre en avant un plan ambitieux en matière de numérisation des échanges dans le domaine de la santé, par exemple. Ils sont très avancés sur le dossier médical personnel en particulier. Et donc, lorsque vous allez chez le médecin, désormais, ce dernier peut transmettre la prescription à l'ensemble des pharmacies environnantes qui vous préparent vos médicaments lorsque vous arrivez en indiquant tout simplement votre nom. Il n'y a plus du tout d'intermédiation de l'ordonnance papier. Le second exemple, c'est le développement des objets connectés. Imaginez chaque voiture qui envoie toutes les minutes sa position, l'information sur le fait qu'elle avance ou pas. Imaginez l'information remontée sur le cloud, disponible pour tous, et le potentiel de développement qui l'accompagne. Imaginez cela pour tous les objets de notre quotidien, les poubelles, vides, pleines, les boîtes aux lettres, vous avez un colis, une lettre, nos animaux domestiques, leur position GPS, les compteurs électriques, les boîtiers détecteurs de fumée. Je crois que cette évolution va être véritablement passionnante, car elle va nous ouvrir de nouveaux horizons de développement que nous sommes pour le moment à peine en mesure de réaliser, car ils font souvent appel à des ordres de grandeur qui dépassent très largement notre capacité de représentation intellectuelle. Demain, nous aurons 50, 100 milliards d'objets connectés qui donneront chaque jour des quantités d'informations à traiter, mobilisant ainsi des ordinateurs de plus en plus puissants. Je suis convaincue que la France a de nombreux atouts pour devenir une nation en pointe sur le numérique. Nos concitoyens sont de fervents adeptes des nouveaux outils numériques. Nous avons une recherche publique de référence dans le monde et notre écosystème industriel est extrêmement dynamique pour l'innovation entre grands acteurs, PME et ETI, et innovateurs. Notre défi aujourd'hui, c'est de nous appuyer sur ces atouts pour transformer durablement notre société. Mais tous ces bouleversements ne seront possibles et acceptables qu'à la condition qu'ils n'excluent pas plus de personnes et qu'ils n'entraînent pas de nouvelles appréhensions parmi les plus jeunes ou les plus fragiles. Notre souhait, c'est de créer une société moderne et apaisée qui tire parti de tous les apports du numérique. Et je sais que vous y contribuez tous. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. J'avais oublié encore d'autres chantiers, mais c'était une liste non exhaustive. Alors, on profite de la présence de la Ministre. On dit Madame la Ministre, hein ? Oui. Bon. Parce qu'il y a une époque, on disait Madame le Ministre. Non, oui. bah... Est-ce qu'il y a des questions? On a le temps pour 2 questions. Ah, moi j'en ai une. Comment arrivez-vous à gérer 3 portefeuilles en un, avec des journées de 24 heures, avec tous ces chantiers? Surtout qu'on m'en a rajouté un qui est l'attractivité du territoire. Donc je pars dans la Silicon Valley la semaine prochaine pour également stimuler les investissements étrangers en France. Donc écoutez, comment je fais je tire le meilleur parti des nouvelles technologies. Donc je suis tout le temps collé à mon BlackBerry, à mon iPhone, à mon Samsung, y compris le week-end. Et donc je me fais tenser par ma famille, mais non, c'est vrai que moi je trouve très intéressant d'avoir ces chantiers interconnectés en réalité, parce que au sein du ministère en charge de l'industrie, le fait qu'on ait associé les PME, parce que les PME c'est plus de 95% des entreprises françaises, donc c'est aussi un gros portefeuille, qui m'amène à m'intéresser aux questions de tous les verrous qui font que les PME n'arrivent pas tellement ou ont des difficultés à grossir et à devenir des ETI en France. Donc ça implique de s'intéresser à toutes les questions de financement des entreprises, les questions de crédit aux entreprises, les questions de financement
innovants. Les questions de fiscalité, alors vous avez parlé des pigeons tout à l'heure, mais ce qui a été annoncé par le président de la République en matière de réforme des plus-values de cession aux dernières assises de l'entrepreneuriat, c'est un travail que nous avons coordonné. Ça oblige aussi à réfléchir aux stratégies d'exportation des entreprises, donc vraiment à un ensemble très, très vaste de domaines. Ensuite, il y a l'innovation. Donc on sait très bien aujourd'hui, et c'est quelque chose qui a été réaffirmé par le Premier ministre lors de la présentation du Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l'emploi, que le principal levier de croissance pour notre économie, c'est l'innovation, c'est-à-dire que la montée en gamme de notre économie, elle ne passera pas par... le regain de compétitivité de l'économie ne passera pas par une baisse des coûts de production ou du coût du travail. Ça peut être évidemment, ça peut faire partie du package, et c'est bien la raison pour laquelle on a fait le crédit impôt compétitivité emploi, mais je crois que le levier principal, c'est l'innovation. On est aujourd'hui dans les classements pas très bien placés en matière d'innovation, de dépenses d'innovation ou même de capacité d'innovation de l'économie, alors que nous avons tous les atouts pour faire partie des nations les plus innovantes. Et donc l'innovation est vraiment au cœur de la stratégie de croissance de l'État. Donc je présenterai d'ailleurs au mois de juillet un plan innovation au Premier ministre qui essaye de capitaliser sur le potentiel de nos acteurs pour faire en sorte que l'innovation soit mieux prise en compte. C'est déjà un peu le cas avec la création du crédit impôt innovation, avec l'extension du statut jeune entreprise innovante aux dépenses d'innovation. Donc il y a tout un tas de mesures qui ont déjà été prises sous notre impulsion qui visent à mettre l'innovation au cœur de la stratégie de croissance que nous essayons de mettre en place. Et puis il y a l'économie numérique. Donc ça c'est le sujet, il y a le cœur de l'économie numérique, mais c'est transverse par définition, puisque ça m'amène à m'intéresser à ce que nous pouvons faire pour à faire accomplir la révolution numérique à l'éducation nationale, à la santé. Je pense qu'il y a vraiment des domaines dans lesquels le numérique est synonyme à la fois de progrès social, de meilleurs services rendus à nos concitoyens, mais aussi de baisse de la dépense publique. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et puis faire en sorte que la France puisse stimuler, promouvoir son écosystème numérique qui est, Gemalto en est un exemple, mais qui est extrêmement riche, extrêmement dynamique, peut-être pas suffisamment mis en avant. Et puis l'économie numérique, c'est aussi le secteur des postes et des télécommunications, donc l'ancêtre de la DGPT. Dont j'ai la responsabilité, donc effectivement ça fait pas mal de choses. Pas mal de connexions quand même. Mais pas mal de connexions, en fait je pense qu'il y a vraiment beaucoup de passerelles entre tous ces secteurs. C'était le quart d'heure de notre promotion. Question. Frédéric. Quand vous avez pris votre poste, vous nous parliez de votre domicile personnel, donc vous aviez 2, 3, peut-être 4 mégabits de connectivité. 1. Qu'en est-il aujourd'hui? 1. Je m'occupe des autres, mais je m'occupe pas. Voilà, c'est ça l'intérêt général, c'est de s'occuper d'abord des zones rurales et d'essayer de trouver comment on va déployer le très haut débit chez eux. Moi, je suis encore dans une poche, dans les poches au sein des zones urbaines. Bon, mais c'est parce que j'ai... Voilà. Donc, plus d'usage mobile? Donc oui, pas mal d'usage mobile. Et puis sinon, je télécharge et puis ça met du temps. Justement, Madame la Ministre, dans tous vos déplacements, quelle image a la France en termes d'innovation, de technologie, d'entrepreneuriat? Vous devez avoir une bonne expérience maintenant? Alors, il y a pas mal, en fait, les atouts vraiment de la France, je pense, sont très reconnus. Je pense que ceux qui sont cités en premier, en général, c'est l'excellence de la formation de nos ingénieurs. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent. La créativité aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup notamment dans les nouvelles technologies, d'investisseurs ou d'entrepreneurs qui connaissent la French Touch dans le jeu vidéo, dans l'animation, dans la 3D, et donc ils savent qu'il y a dans le design, le scénario, etc., un véritable savoir-faire qui est assez unique, qui est très prisé. Le fait que vous ayez aujourd'hui environ 50 000, on ne connaît pas le chiffre exact, mais c'est entre 50 et 70 000 jeunes Français installés dans la Silicon Valley, qui sont pour beaucoup des ingénieurs, montre bien que ce sont vraiment des gens qui sont formés dans des écoles dont la renommée est internationalement reconnue. Donc ça c'est quelque chose qui est souvent cité. L'autre chose qui est souvent citée aussi, c'est la taille du marché, le fait qu'on ait de bonnes infrastructures, que ce soit de transport, le coût de l'énergie aussi, même si
plus cher qu'aux États-Unis, mais la qualité des infrastructures, y compris de communication. Donc voilà, il y a un bon terreau. Je crois qu'on a sans doute des progrès à faire en termes de communication. Quand je vois par exemple la façon dont le gouvernement britannique a réussi à communiquer autour de Tech City, par exemple, et je lisais récemment des statistiques qui indiquaient que bon, voilà, le Cameron est très content de pouvoir indiquer qu'il y a 1000 startups qui se sont installées à Tech City. Sur les 1000, il y en a moins de 10%, je crois, qui sont dans les technologies. Le reste, ce sont des coiffeurs, des bars, des entreprises qui font des relations publiques. Donc, en réalité, sur les 1000 entreprises qui se sont installées, il y en a très peu qui sont vraiment technologiques. Et malgré tout, ils arrivent, je trouve, à bien emballer le paquet. C'est des bons communicants. Voilà. Et je trouve que nous, là, on pourrait s'inspirer un peu de ça. Et on ne le fait pas suffisamment. Et donc, je travaille actuellement pour essayer justement de travailler à la fois sur le fond et sur la forme. C'est très important. Absolument. Et de redonner aussi espoir, parce que c'est vrai que quand on ouvre les journaux, on écoute la radio aujourd'hui, c'est assez un peu déprimant. Il faut contrebalancer le Wall Street Journal et le Financial Times. Dernière question. Oui. Madame la ministre, Laurent Kochanski, Cisco, j'aimerais avoir votre avis par rapport en fait aux discussions, aux négociations en cours quant au protectionnisme vis-à-vis en particulier des acteurs chinois dans notre domaine. Il y a des gens de Huawei dans la salle. Oui, c'est pour ça. Au niveau européen, vous voulez dire, sur les procédures qui sont... de manière globale, hein, on entendait par exemple la position de l'Allemagne récemment, et puis effectivement par rapport à cette compétition qu'on a, que ce soit en France, il y a des acteurs type Alcatel ou Orange ou d'autres, quoi. Moi, ma position, c'est d'essayer de faire en sorte que les acteurs européens que nous avons, là j'étais en Suède, j'ai rencontré les gens d'Ericsson, que les acteurs européens puissent retrouver des marges pour investir, être à nouveau forts en recherche-développement, puissent trouver des marchés, voilà. Donc je pense que c'est plus, et d'ailleurs c'est plus la demande de ces acteurs-là, économiques, c'est pas de créer des barrières protectionnistes, c'est plutôt d'avoir des décisions, y compris des décisions politiques, qui permettent à l'investissement de se déployer ou d'être encouragé. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde ouvert. Il y a des discussions qui sont en cours, il y a des procédures qui sont en cours, qui ont été lancées par la Commission européenne sur de l'antidumping ou des aides d'État. Je pense qu'il faut attendre le résultat de ces enquêtes. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas du tout de données étayées qui permettent de prouver qu'il y a des aides d'État ou du dumping de la part de ces acteurs. Bon, donc moi, j'ai pas de, je suis relativement plutôt pragmatique. Hein. Les équipements de Huawei, on sait très bien, sont de très bonne qualité. Ils font du single RAN et donc avec le déploiement de la 4G, l'accélération du chantier 4G, il y aura vraisemblablement un marché pour des opérateurs, des équipementiers qui ont des antennes capables de capter la 2G, la 3G et la 4G au moins pendant un certain temps. Donc je pense que s'il y a un produit qui répond à une demande de marché, il revient aux autres opérateurs, aux autres équipementiers de produire des équipements ou du matériel qui répondent aux besoins du marché. Donc voilà, moi j'ai une attitude très pragmatique. J'attends de voir ce que va donner la procédure qui est ouverte par la Commission. Je pense qu'il faut aussi, les équipementiers français, les opérateurs français ou européens ont des marchés en Chine. On n'a pas intérêt à rentrer, je crois, dans une guerre commerciale où progressivement on mettrait des barrières partout. Je ne pense pas du tout que ce soit une stratégie en termes de théorie des jeux qui soit gagnant-gagnant. Très bien. Madame la ministre, merci infiniment pour votre temps. Et sachez que nous sommes avec vous et vous avez tous nos encouragements pour la suite. Alors maintenant, on va passer on va s'intéresser plus aux activités liées à notre rapport. Donc, je vais faire venir sur la scène Didier Pouillot, qui est le père, qu'on peut applaudir parce que c'est le père c'est lui qui compile tout ça. Et Didier va nous présenter la substance. Puis Yves Gassot viendra nous parler d'un certain nombre de sujets, notamment de ce qui va se passer. Et enfin, Gilles Fontel, le directeur général adjoint, va nous parler d'un sujet passionnant, c'est OTT, IPTV et médias. Didier. Merci
François, bonsoir à tous. Donc pour commencer, mais très rapidement, je vais vous présenter quelques chiffres, ce qu'on peut retenir sommairement des tendances des marchés au cours de l'année passée. Et je vous invite bien évidemment à vous reporter au rapport en lui-même pour avoir tous les détails nécessaires. Alors, pour commencer, les marchés du DigiWorld qui couvrent, je vous le rappelle, les secteurs des télécommunications, de l'informatique et de la télévision, ont dégagé des revenus de 3 200 milliards d'euros au niveau mondial en 2012. C'est un montant considérable, ça représente, pour donner un ordre de grandeur, ça représente de l'ordre de 6% du PIB mondial. Mais je crois que c'est intéressant de s'intéresser à la dynamique de ces marchés et je voudrais commencer par deux points précis. Le premier, c'est le ralentissement de croissance qu'on observe maintenant depuis 2-3 ans, puisque en 2012, la croissance a été de 2,7%. Vous voyez sur le graphique, elle était de 3,9% l'an passé, en 2011, et un petit peu plus encore en 2010. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que depuis 3 et 4 ans également, cette dynamique des marchés TIC est un cran inférieur à la dynamique de l'économie générale. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail par secteur, en 2012, on a dans les équipements une partie du marché qui s'est effondrée, c'est le marché des téléviseurs qui constitue l'essentiel du marché électronique grand public sur le schéma qui est ici. En revanche, bien évidemment, le succès des smartphones a continué de tirer la croissance dans les matériels télécoms et l'explosion des tablettes a permis de compenser la perte de vitesse qu'on observe et qu'on observe de plus en plus dans le marché des PC. Du côté des services, c'est dans les services de télévision que le ralentissement a été le plus sensible. On est passé d'un petit peu plus de 6% de croissance en 2011 à 4% en 2012. Mais vous voyez malgré tout, ces 4% représentent encore une croissance tout à fait raisonnable, notamment par rapport aux services de télécom qui sont, eux, à 2,6, 2,7% à peu près sur l'année. Si on fait le même exercice, mais cette fois-ci dans la dimension géographique, là aussi on observe des contrastes évidemment assez forts selon les régions. Vous avez d'un côté l'Amérique du Nord qui représente à peu près un tiers, 35% du marché mondial en valeur et qui a cru de manière assez modérée, à peu près dans la moyenne de la croissance mondiale que je vous indiquais. Mais de part et d'autre, vous avez d'un côté l'Europe qui a connu une croissance quasi nulle au cours de l'année 2012, et puis assez naturellement les marchés émergents qui ont continué de tirer la croissance. Vous voyez malgré tout, si vous arrivez à lire les chiffres qui sont sur l'écran, qu'on n'est plus sur des croissances à 2 chiffres comme c'était le cas un certain nombre d'années en arrière, mais que c'est 5% en Amérique latine, c'est 7-8% en Afrique, malgré tout bien supérieur encore une fois à la moyenne. Juste 2 chiffres ou deux notions que je vous invite à considérer pour bien voir le rôle que jouent ces marchés émergents. L'ensemble de ces marchés, c'est un tiers du marché mondial des TIC et c'est une contribution des 2 tiers à la croissance. Donc vous voyez l'effet d'entraînement qui se joue ici. Un dernier point sur ces aspects dynamiques, c'est qu'il y a un certain nombre d'activités qui connaissent une croissance beaucoup plus forte que ce que je viens d'indiquer. C'est en particulier les services Internet. Je veux parler de tous les services qui sont occupés par les acteurs OTT, donc les services du cloud, les services les réseaux sociaux, les services de search, les applications mobiles, etc., qui ont eu eux-mêmes des performances assez contrastées, mais en moyenne, la croissance en 2012 pour l'ensemble de ces activités a été de l'ordre de 20%. Et on estime que c'est une croissance qui va se poursuivre au cours des années à venir et qu'à l'horizon des 4 ans, on aura une valeur de ces marchés qui aura quasiment doublé. Ils représentent aujourd'hui 5% de l'ensemble de notre nébuleuse DigiWorld. Il devrait représenter 9-10% à l'horizon 2016. Et évidemment, sans surprise, on retrouve sur ces marchés un certain nombre de grands acteurs qui ont des capitalisations tout à fait spectaculaires quand vous considérez les Google, quand vous considérez Apple, quand vous considérez Amazon ou quand vous considérez également Facebook, dont on a effectivement beaucoup parlé dans la petite défaillance qui avait été connue au niveau de sa valorisation, mais qui a quand même une valorisation tout à fait intéressante. Pour terminer précisément sur les acteurs, vous avez
ici un certain nombre de classements dans les différentes catégories qui nous intéressent. Si on commence par les équipementiers de télécom, le classement reflète tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure sur le succès des smartphones, et sans surprise, on retrouve Apple et Samsung aux avant-postes de ce classement. Pour faire écho à la remarque qui a été faite dans la séquence précédente, on trouve aussi dans ce classement aujourd'hui 3 équipementiers chinois. Si on regarde du côté des services, les services informatiques, d'une part, on a des représentants d'horizons géographiques assez variés, 2 représentants européens, 2 représentants asiatiques, mais dans le haut du classement, vous avez les Microsoft, IBM, HP, etc. Donc on retrouve un certain nombre de géants américains qui occupent les premières places. Et on a un sentiment encore plus fort quand on considère le tableau qui est juste à côté, celui des grands groupes de médias, des grands groupes de télévision, où là, dans le top 10, il n'y a que des opérateurs basés aux États-Unis. Enfin, je terminerai par le classement des telcos, où là, depuis 3-4 ans, il n'y a quasiment pas eu de changement dans le trio de tête. Donc on retrouve NTT, AT&T et Verizon systématiquement dans le même ordre en haut de ce tableau. Mais en revanche, dans la suite, 2 points sur lesquels je souhaite insister. Le premier, c'est la montée des marchés, des opérateurs de marchés émergents. Donc là aussi, en écho à ce que j'ai dit précédemment sur la dynamique de ces marchés. América Mobile qui est en 9e position et China Mobile qui est dans ce tableau en 5e position, mais qui, à notre dernier pointage, donc dans le dernier classement, se classe même en 4e position, juste derrière le trio de tête. Et à côté de ça, mais je vais laisser Yves, qui va intervenir juste après, en dire un petit peu plus autour des commentaires sur l'industrie européenne des télécoms, mais des opérateurs européens qui, eux, sont passablement malmenés dans la période actuelle et qui se repositionnent de façon incessante dans ce classement. Voilà, je laisse Yves poursuivre sur les commentaires télécoms. Merci. Bonsoir. Donc le yearbook, c'est effectivement beaucoup de chiffres et encore Didier se concentrait sur une toute petite sélection des planches qui sont disponibles dans ce bouquin. En même temps, on essaye d'organiser un peu ces chiffres, de leur donner du sens et de dégager, avec un peu de modestie devant la complexité de la tâche, quelques tendances. L'année dernière, on avait essayé d'organiser notre propos en mettant en avant ce triangle magique qui faisait apparaître les 3 grands game changers des secteurs du numérique, la mobilité, le cloud et le big data. Je crois que c'est devenu assez banal aujourd'hui de se référer à ce cadre-là pour imaginer quels sont les grands vecteurs de transformation dans les 10 ans qui viennent. Alors, on ne les remet pas en cause, ils restent, c'est pour ça qu'ils sont sur ce slide. On essaye d'aller un petit peu plus loin et en faisant un clin d'œil à ce qui a été dit tout à l'heure par François sur la morosité qui peut dominer ici en Europe, et d'un débat aussi qu'on voit apparaître, en particulier dans le monde académique, sur l'épuisement des capacités d'innovation du monde numérique, le numérique qui ne serait pas finalement le vecteur susceptible de tirer un nouveau cycle de développement économique, remettant en cause les gains de productivité des facteurs, etc. Nous pensons qu'on est loin d'être dans cette situation. Quand on fait ce travail que nous avons fait pour produire ce rapport, on touche vraiment l'effervescence non seulement des événements, mais aussi des innovations et l'engouement aussi des consommateurs, l'interpénétration aussi des secteurs du numérique avec de plus en plus de secteurs qui se trouvent être connexes. Et donc on a vraiment au contraire l'impression d'être de plus en plus dans un domaine dans lequel il y a des pépites et que évidemment toute la difficulté c'est d'arriver à trouver les bons gisements, de savoir les exploiter. Et c'est pour ça qu'en avant-première on communique ce soir sur le thème et le titre de notre prochaine conférence, le DigiWorld Summit, le 20 et le 21 novembre prochain, calez-le dans votre agenda, qui sera sur The Digital Goldmine. Oui, il y a encore des opportunités de création de valeur. Vous voyez là listé un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous souhaitons inviter
inviter l'industrie et les experts à dialoguer avec nos équipes. Alors ce soir, on ne va pas passer ça en revue, on le fera avec vous, j'espère, à Montpellier en novembre prochain. On va néanmoins esquisser un certain nombre de nos analyses que vous retrouverez dans le rapport, en se tenant essentiellement aux deux premiers sujets qui sont ici mentionnés. La question de la connectivité, qui renvoie évidemment au futur de l'industrie des services de télécommunications, et également la capacité à valoriser cette consommation croissante de vidéos sur l'Internet, sur tous les types de réseaux. Alors, je vais aborder le premier point rapidement, et puis Gilles poursuivra sur le second sujet. En ce qui concerne l'industrie des services de télécommunications, même si on est amené à avoir un point de vue modéré et équilibré sur les tendances, on avait poussé un petit cri d'alarme l'année dernière sur les orientations du marché en Europe. Les choses ne se sont pas globalement améliorée, pour utiliser un peu une litote. On peut prendre quelques exemples. Non seulement nous sommes pour un troisième exercice en récession, et quand je parle de récession, c'est sur le marché des mobiles, qui représentait la jambe dynamique du secteur des services de télécommunication ces 15 dernières années, mais les marges vont dans le même sens. On a eu un certain nombre d'opérateurs qui ont été dans le rouge. Je pense à KPN, par exemple, pour ne pas prendre un exemple français et donnant lieu à recapitalisation. On a eu aussi, compte tenu de la valorisation qui est faite par les marchés financiers des acteurs, concrétisation de ce qu'on avait un peu imaginé, des grands opérateurs internationaux qui trouvaient des opportunités à prendre des parts de marché chez les opérateurs européens, et je fais allusion évidemment et en premier lieu à American Mobile qui, comme vous le savez, est rentré dans Telecom Austria et dans un autre incumbent, KPN, que je citais tout à l'heure. Dans le même temps, on a plutôt eu tendance à voir des retraits dans la dimension pan-européenne, des stratégies des grands opérateurs européens qui, au début des années 2000, et dans le tumulte, vous vous souvenez, de la bulle Internet et télécom, avaient pris des parts de marché à l'international. Il y a un certain nombre d'exemples où on voit qu'il y a une contraction devant les difficultés que rencontrent ces opérateurs pour maintenir leur présence sur ces marchés avec une très forte intensité concurrentielle, un repli sur leur marché domestique. Et donc on est dans une situation un petit peu grise et d'interrogation générale sur la politique européenne dans ce secteur. Il semble bien, même si on est à la veille d'une nouvelle séquence dans la révision du cadre européen de régulation du secteur, ce qu'on appelle la review, que ce n'est pas en allant un petit peu plus loin dans le dégroupage, dans la définition des règles de MVNO, toute chose qui peut être considérée pour renforcer l'harmonisation des marchés, que ce n'est pas ça qui poussera Deutsche Telekom demain à aller investir en Italie ou en Espagne dans lesquels il n'a pas d'activité. C'est avant tout la difficulté qu'il y a à s'installer sur un marché qui, encore une fois, connaît, comme tous les autres, connaissent des marchés qui connaissent comme tous les autres grands marchés européens, 3, 4 acteurs plus des MVNO. Donc il y a une interrogation sur le futur. Très souvent dans ce contexte, on met en avant la façon dont les opérateurs télécoms sont plongés dans un nouvel écosystème et le face-à-face qui semble se dégager avec les géants de l'Internet, avec les acteurs plus largement de l'over the top. C'est une réalité, ce nouveau contexte, et certainement qu'il a des conséquences très concrètes en termes d'évolution du business model des opérateurs. En même temps, nous ne pensons pas que l'explication des difficultés qui se lient dans les comptes aujourd'hui des opérateurs résulte directement de la valorisation que l'on est susceptible de faire, et nous l'avons fait dans un rapport qui a été publié en décembre pour ceux que ça intéresse, des services de communication qui sont offerts par les acteurs OTT en concurrence avec les grands opérateurs. De façon plus prosaïque, on peut en trouver aussi une illustration si on confronte la situation des leaders européens du secteur des services de télécommunication avec les grandes telcos américaines. Je crois que oui, c'est ce slide que vous avez devant les yeux depuis quelques secondes. Vous voyez, il y a presque 10 points aujourd'hui entre la dynamique négative qui affecte le chiffre d'affaires des grands opérateurs européens
et la dynamique positive qu'on observe au niveau du marché nord-américain, alors même que ces acteurs ils sont au moins aussi exposés aux grands acteurs de l'Internet que ne peuvent l'être les acteurs européens. Nous pensons même que, et c'est un slide suivant qui illustre cette analyse, qu'il y a beaucoup de choses très positives dans la dynamique qui est associée aux grands acteurs de l'Internet, à commencer évidemment par les générations de trafic. Ce trafic qui explose, il peut représenter des inquiétudes et des charges ou des inquiétudes vis-à-vis des capacités à soutenir les investissements qui sont nécessaires, mais c'est quand même une perspective d'avenir qui amène à être extrêmement optimiste sur ce métier. On aura de plus en plus besoin de connectivité fixe, mobile et où que l'on soit. D'autre part, il y a des perspectives de marché, de business qui apparaissent avec les opérateurs OTT, de partenariat. Les services qui sont offerts en OTT peuvent bénéficier de l'intégration dans l'écosystème que sont en mesure de gérer les opérateurs télécoms, etc. Il y a même valeur d'exemple. On voit bien un certain nombre d'opérateurs comme Telefonica qui ont mis en œuvre des unités spécialisées pour être en mesure aussi d'être créatifs et de participer à l'effervescence de l'innovation que l'on observe sur le net en matière de services OTT. Voilà pour donner un point de vue et pour terminer en jonglant un petit peu de manière dialectique sur une situation qui reste en demi-teinte, et on se dit il y a quand même des positions de force de l'Europe qui sont en train de s'effriter. On n'en a pas tant que ça. Il est nécessaire d'imaginer le futur. On a quelques idées et on les a un peu exprimées dans l'introduction de ce rapport. Là, j'ai pas beaucoup de temps pour poursuivre sur quel serait le chemin qui pourrait être mis en œuvre pour conserver à la fois le bénéfice de la concurrence dans le domaine des télécommunications et en même temps mettre en œuvre des stratégies de consolidation qui apparaissent absolument nécessaires. Et on va vous présenter maintenant, c'est Gilles Fontaine qui va le faire, un peu le même exercice, mais mettez les grands acteurs de la télévision à la place des opérateurs télécoms, et il y a toujours en face le phénomène de l'Internet et son ambivalence. Oui, merci Yves. Donc quelques mots sur comment on voit aujourd'hui les évolutions du côté du secteur de la vidéo, de la télévision. Vous avez vu, on a un peu de mal à savoir emprunter les bons termes entre vidéo et télévision. Ça montre profondément, probablement les changements qui sont à l'œuvre. Avant de rentrer dans quelques tendances qui nous semblent frappantes, bon, il faut raison garder, il faut rappeler un peu aujourd'hui que la télévision linéaire, c'est selon les zones, entre 80 et 90% du temps passé à regarder de la vidéo et entre 80 et 90% des recettes du secteur. Ceci étant dit, si on regarde ce qui s'est passé en 2012, on est quand même évidemment frappé par le succès de Netflix, sa transformation d'une entreprise de DVD en entreprise de streaming sur Internet, 27 millions d'abonnés. On est frappé par l'émergence de la tablette comme nouveau secteur, comme nouveau terminal de consommation de la vidéo. Moi, je comprends notamment qu'en France, c'est aujourd'hui quasiment la tablette qui commence à être le moteur principal de croissance du marché de la VOD. Puis on peut être aussi sensible à l'extraordinaire croissance des services de télévision de rattrapage gérés par les chaînes de télévision. Donc voilà, la télévision linéaire est là, on pense qu'elle est là pour longtemps, même si elle va devoir se réinventer, mais en même temps, voilà, la montée en puissance de ces nouveaux services vidéo, je crois qu'elle est aujourd'hui acquise. De notre point de vue, elle s'accompagne d'un certain nombre de phénomènes, tendances ou points d'attention, et je voudrais en souligner 3. Bon, le premier, c'est que il me semble qu'on assiste à une déconnexion croissante entre le contrôle du réseau et entre le contrôle du service, en fait. Et en particulier parce que les réseaux qu'on avait plutôt tendance à opposer quand il s'agissait de retransmission de vidéos, finalement, sont sans doute de plus en plus amenés à coopérer. Bon, la distinction traditionnelle entre réseau managé et réseau OTT, par exemple, qui est employée
et très couramment va peut-être être d'un point de vue technique de plus en plus difficile à faire. Les OTT ont besoin d'avoir un certain degré de management, puis les telcos prolongent leurs services managés sur Internet. Je dirais même, et c'est un sujet d'actualité en particulier sur les fréquences, que la distinction et souvent l'opposition entre réseaux de télévision et réseaux de télécom me semble aussi un peu s'estomper. C'est l'illustration qui figure sur ce slide. Nous, on a été assez marqué par le déploiement en 2012 des solutions qui finalement articulent les réseaux de télécom et les réseaux de télévision, les réseaux hybrides, voilà, qui combinent la puissance du broadcast et puis la souplesse de l'unicast, que ce soit à l'initiative d'ailleurs des acteurs de la télévision ou à l'initiative des acteurs des télécoms. Voilà, donc le contrôle du réseau est plus directement synonyme de contrôle des services de télévision. Et c'est bien plutôt sur le packaging commercial et la relation client que se jouent aujourd'hui les enjeux sur la distribution de la vidéo. Alors, on peut s'interroger sur est-ce qu'il va y avoir une évolution sur voilà, le futur de ces services de vidéo. Alors, il y a la question habituelle sur le poids du contenu et le vieil adage « le contenu est roi ». Assez clairement, ça nous semble une affirmation qui est de plus en plus d'actualité. Finalement, la télévision a fini par inventer ses propres genres. Pendant longtemps, elle a retransmis des événementiels, du cinéma, du sport, c'est encore le cas. Elle a été pendant longtemps probablement peu de choses différentes que de la radio filmée. Aujourd'hui, avec d'un côté ses propres événements que sont la télé-réalité, et puis d'autre part avec les fictions télé, elle dispose de ses propres genres qui ne sont pas acquis et produits à l'extérieur. J'ai mis sur ce slide quelques éléments pour essayer de prendre la mesure du phénomène et en particulier la puissance aujourd'hui que représente la capacité de production aux États-Unis en matière de séries. Voilà, les séries sont l'armature de la programmation des chaînes de télévision en prime time. Si on prend les grands networks, ça représente à un moment donné plus de 50 séries différentes qui sont en cours de diffusion. Il faudrait y rajouter les chaînes à péage, et il faut rajouter les chaînes du câble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le volume de production de séries aux États-Unis, c'est certainement plus de 130 à un moment donné. La production audiovisuelle, c'est une industrie à coût fixe et la ministre parlait tout à l'heure de productivité des industriels européens. Je crois que la question se pose particulièrement aussi pour les industriels européens de la production de contenu. Bon. Donc le contenu reste certainement le nerf de la guerre et il l'est d'autant plus qu'il y a effectivement une incertitude sur qui va le distribuer. Il nous semble que dans un monde à la demande un peu plus complexe, le service est important aussi. Si les chaînes sont prescriptrices, comme je le disais tout à l'heure, de consommation à la demande, elles ne sont plus les seules. Et la capacité aujourd'hui à proposer des catalogues de dizaines de milliers de titres aux consommateurs sur le terminal de son choix, avec la qualité nécessaire, à le facturer, etc., requiert un niveau de service qui est sans commune mesure avec la pratique jusqu'à présent qui était connue dans le secteur de l'audiovisuel. C'est plus sophistiqué, c'est plus complexe, la mesure de l'audience traditionnelle est remise en question, etc. Et donc c'est un point qui me paraît assez essentiel, c'est cette dimension service qui monte en puissance. Et elle n'est pas prise à la légère par un certain nombre d'acteurs. Voilà, pour donner un ordre de grandeur, c'est ce qui figure sur ce graphique. Une entreprise comme Netflix développe sur ce sujet particulier de l'amélioration de ses outils, de son ergonomie, de la qualité de service de l'ordre de 300 millions de dollars par an. C'est peut-être peu au regard de certains nombres de groupes présents dans la salle. C'est à mon avis sans commune mesure avec les efforts de R&D qui sont aujourd'hui consacrés dans les groupes audiovisuels. Donc voilà trois éléments. Coopération entre réseaux, importance du contenu et puis importance de cette nouvelle couche service. On regroupe tout ça, nous, dans
un barbarisme qu'on appelle vidéo as a service. Voilà, c'est un des sujets qu'on va continuer à approfondir pendant l'année. On a un programme de recherche coopératif sur le sujet. On va publier une étude prospective également. Et puis ce sera donc, comme le disait Yves tout à l'heure, voilà, l'un des thèmes clés et l'un des gisements de valeur, nous, qu'on pense prometteur pour le développement du secteur. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, on ne va pas prendre de questions parce qu'on est un peu en retard. J'aimerais maintenant introduire la prochaine session. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous un brillant entrepreneur et un grand capitaine d'industrie qui vient de rentrer dans le peloton de tête du CAC 40. Tu nous expliqueras, Olivier, tout à l'heure ce que ça change d'être dans le CAC 41 et de passer dans le CAC 40. J'ai beaucoup d'amitié personnelle et d'admiration pour ce qu'a fait Olivier. Il était à la création de Gemalto dès 2006. Il est directeur général et administrateur. Il a introduit en bourse, si je me souviens bien, en avril 2004, Axalto et de la fusion. Il est membre du conseil d'administration d'Alcatel-Lucent et aussi chevalier de la Légion d'honneur. Mais je vais m'arrêter là parce qu'il apprécie la modestie autant que l'efficacité. Donc, je vais t'inviter, mon cher Olivier, à venir sur la scène. Et je suis très heureux aussi d'accueillir Philippe Escande, celui qui a ouvert le monde à l'économie, ou qui a apporté l'économie au monde, et le chef de la rubrique économique, qui va animer donc le débat avec Olivier. Merci Philippe d'être parmi nous. Merci à tous, merci François. Enfin, restons modestes, hein. Il y avait de l'économie dans le monde avant moi, il y en aura après. C'est juste un passage. Pas beaucoup quand même. Oui. Bon. Alors, Olivier Piou, bonjour. Dans les grandes entreprises françaises d'après-guerre, il y a eu l'école Péchinet, qui a donné beaucoup de PDG à la France, dont 2 récemment chez Peugeot, celle de Saint-Gobain aussi, autre gros pourvoyeur de patrons. Alors, place maintenant à celle des Schlumberger. À la différence des précédents, ils ne sortent pas forcément du prestigieux corps des mines, mais ils sont beaucoup plus internationaux. Mais s'ils voyagent, ils sont du genre fidèle. Changement de génération, celle de la mondialisation arrive. On les retrouve aujourd'hui par exemple chez Schneider, chez Technip et bien sûr chez Gemalto. Alors dans le genre, Olivier Piou, vous êtes l'archétype. Hein. Vous êtes entré comme ingénieur chez Schlumberger dès votre sortie de l'école centrale de Lyon. Et si à 55 ans, vous êtes à la tête de Gemalto, éminent membre du CAC 40, ce n'est pas en trahissant votre maison d'origine, mais en ayant patiemment développé la petite filiale chargée d'abord des transactions électroniques, puis des cartes à puce. Un job bien plus amusant que celui des compteurs ou des appareils de mesure. Vous avez décroché votre bâton de maréchal, on l'a rappelé, en fusionnant votre filiale Axalto avec son concurrent historique, Gem Plus, en 2006. Et voilà comment on devient patron indépendant sans jamais avoir eu besoin de changer d'entreprise. Alors, Gemalto a donc fait le ménage dans une spécialité française, perpétuellement promise à une fulgurante destinée mondiale, la carte à puce. Mais voilà, ces arriérés d'Américains s'accrochent toujours désespérément à leurs pauvres cartes magnétiques au lieu d'adopter nos splendides cartes à microprocesseurs bien plus sûres. Alors vous avez contourné la difficulté en diversifiant vos métiers et en gérant astucieusement l'extinction des télécartes, la préhistoire du secteur, puis celle évidemment du GSM, plus difficile à gérer, avec 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une marge opérationnelle de 13% et plus de 10 000 employés. Gemalto se joue de la crise. Avec près de 6 milliards de capitalisation boursière, la société vaut désormais 2 fois plus cher que Peugeot ou Air France. Alors Olivier Piou, comment avez-vous échappé à la double malédiction, celle des pépites françaises qui ne tiennent pas leurs promesses et celle plus générale des PME high-tech qui ne parviennent pas à survivre au changement incessant de génération technologique? Concrètement, comment avez-vous fait pour gérer l'obsolescence programmée du GSM? J'ai droit à un long papier comme ça, là. Ouais, je le donne après. Mais j'ai vu que vous aviez des anti-sèches aussi, là, vous les cachez, mais... La première chose, c'est qu'on est parti d'une idée simple.
Alors elle va dater un petit peu, mais je pense que la plupart des gens dans cette salle ont plus de 20 ans, parce que le GSM il a que 20 ans quand même. La plupart, oui. Sauf moi. C'était quand même que le monde devenait numérique, le monde devenait sans fil. Alors aujourd'hui, on en parle avec beaucoup de sympathie, mais c'était pas toujours si évident. Même au moment de l'introduction en bourse, en 2004, c'était il y a que 7 ans. Et avec l'idée que si le monde devenait numérique et il devenait sans fil, il allait se passer deux choses. On allait avoir besoin de facilité d'emploi. Et là, bon, bah on avait tous essayé. On a fait le WAP, on a fait des tas de trucs pour essayer de le rendre plus simple. Mais c'est quand même Steve Jobs qui a fait le job. Et puis, une fois que ça deviendrait simple, on aurait tous envie de l'utiliser de plus en plus, d'y mettre de plus en plus de données, d'avoir des usages pas possibles, et que du coup, la confiance et la confiance et la sécurité deviendraient absolument essentielles. Donc, c'est vrai qu'on a attendu un peu de temps, et en fait, cette attente-là, on l'a gérée en se transformant. C'est presque du morphing permanent, parce que vous parlez de cartes à puce, c'est très Frenchy. Personne en dehors de France ne nous connaît comme leader des cartes à puce. Aux US, on nous connaît comme un grand service provider d'IT, puisqu'effectivement, les Américains n'ont pas de cartes à puce. Pourtant, l'année dernière, on a fait plus de 50% de croissance aux US. C'est quelle part de votre chiffre d'affaires, les US? Aujourd'hui, c'est 12%. Historiquement, je disais depuis que je suis dans cette industrie, aucun pays ne représente 10% de notre chiffre d'affaires. Même la France? Non, la France, c'est 4-5% de notre chiffre d'affaires. Et donc, on est passé aux US de 8 à 12% l'année dernière, alors que notre chiffre d'affaires croît. Donc, il y a eu plus de 50% de croissance. Tout ça, c'est quoi? C'est tous les grands systèmes de back-office, d'activation. Ce sont des grands programmes qu'on fait pour des retailers, pour d'autres gens. Donc, cette espèce de transformation permanente, c'est quoi? C'est aller voir les clients. Parce que quand même, si on va voir les clients, qu'on les écoute, en général, ils vous disent ce qu'ils veulent. Et si vous faites ce qu'ils veulent, en général, ils vous sont fidèles. Donc, c'est pas très compliqué. Et la deuxième chose, c'est la diversification géographique. Parce qu'il y a quand même, on a parlé de crise en Europe, mais il y a toujours eu un endroit en crise. Ça a été la crise asiatique, la crise argentine. Il y a 3 ans, c'était les Ricains qui étaient en pleine crise. Maintenant, c'est nous. Mais on a parlé des Suédois. Il y a 10 ans, les Suédois, ils étaient en faillite. Donc, c'est finalement un élément d'optimisme. Oui, absolument. Et c'est ce qui donne la résilience. Le fait de sortir de chez soi, il ne faut pas craindre cette transformation. Alors, j'ai vu que quand Didier Pouillot ou Yves Gassot plutôt présentaient les gold mines du futur, vous preniez des notes frénétiquement. Alors, non, plus sérieusement, quelles sont les grandes tendances technologiques qui, à votre avis, vont pousser Gemalto sur les 10 ans qui viennent? C'est un peu les mêmes que pour l'industrie, c'est-à-dire la 4G est un réservoir formidable parce que c'est quand même le monde numérique, TCP/IP de bout en bout, on n'a plus toutes ces gateways et tout ce bins qui nous compliquaient quand même tous la vie. C'est toutes les interactions de proximité, alors on les appelle NFC, mais elles peuvent se faire par plein d'autres schémas, mais pour les opérateurs et pour les opérateurs de services, c'est quand même la possibilité de sécuriser tous ces chemins par lesquels les objets, ou qu'ils soient téléphoniques, mais les 50 milliards ou 100 milliards dont parlait la ministre, vont se connecter. Les objets, oui. Voilà. Et puis, quelque part, c'est aussi on ne se rend pas compte que notre industrie connaît très bien le consommateur final, beaucoup plus que même un banquier ou que la police. La police, elle voit un citoyen une fois par an au maximum, et encore quand vous allez voir la police, en général, c'est pas terrible. Donc, tandis que nous, on voit nos clients et les opérateurs encore plus, ils les connaissent super bien. Et donc, si on arrive à donner cette confiance, à obtenir une sécurité sur les données de plus en plus importantes qu'on met dans le cloud, dans les services, tout ça, ça se monétise. D'accord ? Donc, des gisements de performance et de croissance, il y en a plein. Ça, on pourrait y passer un certain temps. Alors, des gisements de croissance, il y en a plein, mais on a l'impression quand même, un peu dérangeante, que les acteurs américains les raflent tous les uns après les autres, ces gisements de croissance. Côté services et logiciels américains, côté matériel plutôt asiatique, qu'est-ce qui reste pour l'Europe ? Alors, d'abord, il faut revenez 4 ans en arrière. 4 ans, il n'y a pas longtemps, il y avait un gars qui s'appelait Dick Lynch.
je ne sais pas si vous le connaissez, mais Dick Lynch était le CTO de Verizon. Je me souviens quand il est arrivé à Barcelone au GSM World Congress et qu'il a dit « Bon, nous on a un réseau CDMA, mais finalement on ne va pas faire de la 3G, on va faire de la 4G ». Tout le monde l'a pris pour un dingue. Il n'y avait pas un téléphone 4G, il n'y avait pas une base station 4G, il n'y avait pas un routeur, il y avait, je veux dire... Or aujourd'hui, Verizon, il a pris un step devant tout le monde et aujourd'hui, on rame comme des perdus. D'accord ? Donc la première chose qu'il y a, c'est qu'ils prennent des risques. D'accord ? Donc les Ricains, ils ont quand même une différence par rapport à nous souvent, c'est qu'ils croient dans l'avenir. Quand ils se prennent un Katrina sur la tête, ils n'attendent pas que le gouvernement aille les sauver, ils reconstruisent, d'accord ? Ils le font assez vite, même s'ils gueulent contre leur gouvernement qui n'est pas venu assez vite les sauver. Mais je veux dire, je pense qu'il faut avoir foi en l'avenir. Or, on en parlait tout à l'heure quand on était côte à côte, Yves a montré une courbe, moi elle me surprend, on voit le taux de croissance qui passe de 4,5 à 3,5 à 2,5, et pourtant la valeur absolue, elle augmente de la même chose tous les ans, d'accord ? La valeur absolue, elle continue de croître, donc le monde, il est en expansion, d'accord ? Il n'y avait que des plus, là. Enfin, pour les télécoms, c'est une expansion un peu déflationniste quand même. C'était des volumes de chiffre d'affaires, d'accord ? C'était pas des volumes d'unités. Donc je pense qu'il faut avoir une certaine foi dans l'avenir. La deuxième chose, c'est, après, il faut effectivement construire sur nos forces. Et là, c'était assez rassurant d'écouter la ministre, parce que je pense que, effectivement, si on passe notre argent et notre temps à secourir les canards boiteux ou à rester au XVIIIe siècle, on ne se projettera jamais dans le XXIe. D'accord ? Or, nous, quand même, notre industrie, elle crée le XXIe siècle et il est pour nous. Je veux dire, si vous regardez l'éducation des gens, la créativité de nos gens, après, l'État doit donner une certaine infrastructure d'identité numérique, de signature numérique. Il y a pas mal de choses qui ont été faites, qui ont été discutées, mais c'est quand même à nous, en tant qu'entrepreneurs, de prendre la balle au bond et d'y aller. D'accord ? Et alors, je suis d'accord que quand il y a peu de croissance dans notre pays, il faut prendre son sac à dos. D'accord ? Il faut aller... où sont les gisements de croissance ? Ils sont en Afrique, on l'a vu. Qui est allé au Nigeria ? Voilà, il y en a quand même quelques-uns c'est le pays le plus peuplé de ce coin-là. Alors, c'est pas Lagos, c'est pas super marrant, mais... Qu'est-ce que ça représente, l'Afrique, dans votre chiffre d'affaires ? Nous, ça représente à peu près 11%, 11 à 12% aujourd'hui. C'est-à-dire autant que les États-Unis ? Oui. Mais l'Afrique, c'est quand même grand, l'Afrique. Je veux dire, il y a du monde, d'accord ? Mais c'est là que si vous prenez les jeunes des 20 prochaines années, ils sont tous là. C'est l'endroit le plus jeune et on est quand même une industrie pour gens jeunes. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut... Donc, prendre son sac à dos, essayer d'identifier quand même un certain nombre d'endroits. Et puis, l'endroit où on a pas mal réussi, c'est quand même d'arriver à standardiser un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce que le GSM a fonctionné ? Le GSM, c'était pas le premier je veux dire, le PHS au Japon était plutôt mieux. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui ont inventé le GSM ici. Mais en termes de qualité de réseau, etc. Sauf que les Japonais n'ont jamais su le standardiser et le déployer. D'accord ? Donc, à la fin du fin, je crois que je pense qu'il faut avoir une certaine foi en l'avenir. Deuxième chose, il faut se tenir à une certaine vision et puis s'y accrocher. Nous, on n'est pas arrivé là. On a eu des hauts et des bas. Notre action, elle a fait tout ce qu'on veut. On a dû se changer. La télécarte dont vous parlez, elle est morte de sa belle mort. Mais le GSM, il n'est pas encore mort quand même. Oui, enfin, bientôt quand même. Donc vous ne croyez pas du tout à l'idée, finalement, que Google, Apple, Facebook et les autres vont manger toute la valeur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout manger, mais ils vont manger éventuellement la croissance et la marge un peu partout. Ils sont complètement battables, ces gens-là. Vous parlez de Facebook. On aurait eu cette conversation il y a 3 ans, on aurait parlé de MySpace. Il est où MySpace aujourd'hui ? Oui, il y a 3 ans. Oui. Combien ? 4 ans ? Allez, un petit peu plus, ouais. Non, on parle d'unités courtes. Ouais. D'accord ? Donc, on a vu le rise de Motorola et sa chute, on a vu le rise de Nokia et sa chute, on a vu le rise d'Apple et sa chute qui est en train d'arriver, on est en train de voir le rise de Samsung et de sa chute qui arrivera un jour, de BlackBerry, etc. Ces cycles-là, il ne faut pas les prendre pour fatal. Ils existent et la question c'est de comment arriver à se construire un modèle qui est suffisamment résilient
à des crises régionales. Donc ça, j'en ai parlé, la seule façon, c'est de s'internationaliser vite. Prendre son sac à dos. Pour sauver l'Europe, il faut qu'elle prenne son sac à dos. Alors, absolument. Si on en est à croire que tous les jobs en France seront créés par l'activité française, c'est la dernière des conneries. Ça ne veut pas dire qu'il faut ficher. J'espère qu'au monde économique, on est quand même à dire que la croissance des entreprises françaises à l'international, c'est ça qui crée les jobs en France. Je veux dire, c'est pas aujourd'hui... je veux dire, en minant le gaz de schiste, qu'on va faire beaucoup d'emplois. Mais ça sera peut-être très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, la ministre n'est plus là, on peut se lâcher. Qu'est-ce qu'il faut faire en France pour que ça marche? Alors, il y a plusieurs catégories de choses. Si vous demandez à l'État, moi, qu'est-ce qui m'a le plus gêné dans la croissance de Gemalto? Je vais vous dire, c'est pas tellement le soutien de l'État, parce qu'il arrive quand même assez tard, il faut les convaincre, ça prend un temps fou. C'est bon, oui. D'accord? C'est des choses réglementaires. Par exemple, quand on était une entreprise de taille moyenne, vous avez cité notre capitalisation aujourd'hui, donc on est un peu sorti de cette taille-là, mais quand on était une entreprise de taille moyenne, les boursiers nous shortaient comme c'était pas permis, ce qui faisait une peur totale sur notre business, etc. Notre business, il allait très bien. Mais par contre, quand c'est les banquiers qui sont en crise, ça, on les protège. Ça, on interdit les ventes à découvert, etc. Par contre, on interdit les ventes à découvert, mais on laisse les petites valeurs moyennes s'en prendre plein la tête. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui, pendant longtemps, on a dit ça limite la liquidité. Parce que c'est des gens qui étaient payés par les banquiers pour dire ça. Non mais, je veux dire, il a été prouvé aujourd'hui que le marché fonctionne aussi bien quand on interdit les ventes à découvert. Or, les ventes à découvert, c'est ce qui fait que les Soitec, les gens comme ça qui innovent, s'en prennent des tas de pain. On interdit les fonds. Voilà, oui. Mais vous allez avoir, du coup, la réalité d'une entreprise. Vous allez voir la réalité d'une entreprise. L'entreprise, elle, je ne sais pas qu'elle est linéaire, mais au moins, elle n'est pas complètement cachée par des trucs artificiels. Deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement un cadre qui soit plus simple. Aujourd'hui, c'est quand même, je dis souvent aux gens qui sont des jeunes entrepreneurs, sortez de la France. Pourquoi? Parce que si vous avez commencé à réussir en France, le reste est tellement plus simple. Donc, c'est cette simplification. Moi, je peux simplement écouter le président de la République qui dit on va le faire. Honnêtement, aucun d'entre nous, j'espère qu'il y en a qui peuvent le faire ici dans cette salle, mais je pense que c'est peu probable. Vous avez par contre un rôle d'influence sur ce genre de choses. Nous, je veux dire, on est quand même dans notre quotidien à essayer de trouver à manger et du boulot pour nos gars, et donc ces réglementations... Donc moins de réglementation. Oui. Est-ce qu'il fallait que le gouvernement français s'oppose à la vente de Dailymotion à Yahoo? Je suis incompétent, honnêtement. Je ne pense pas que le nationalisme soit la bonne solution. Maintenant, sur ce dossier-là, est-ce que Dailymotion est capable de se développer tout seul, ou est-ce qu'il lui faut faire un partnership avec Yahoo? Franchement, je ne connais pas le dossier, j'en sais fiche. Alors, on va prendre quelques questions dans la salle. Pendant que les mains se lèvent, un petit commentaire quand même sur les graphes qu'on a vus, la dégringolade. Alors, on ne peut pas dire ça comme ça, mais disons le décrochage des télécoms européennes par rapport à leurs camarades américains, asiatiques. Alors vous dites oui, c'est juste des cycles, on a loupé la marche. Bon. Non, attendez. Là, si vous ne m'avez pas posé cette question-là, cette fragmentation et cette chute, elle est simple, c'est la spirale du low cost. La spirale du low cost, c'est quand même une spirale très européenne, où tout a été donné pour le consommateur, d'accord ? Et où on a préféré avoir 150 opérateurs qui se tirent dans les pattes sur le même pool de 300 millions ou 400 millions de consommateurs par rapport à 4 ou 5 aux US. D'accord ? Donc il faut moins de concurrence. En tout cas, oui, probablement. Il faut autoriser la consolidation. Aujourd'hui, ce qui est paradoxal, c'est qu'on empêche les opérateurs de se consolider d'un point de vue marketing-vente, c'est les lois anti-cartel, mais on ne les empêche pas de se consolider quand ils font des pools d'achat. D'accord ? Nous, en tant que fournisseurs, on les prend tous ensemble. D'accord ? Donc, je veux dire... D'accord. Donc, la spirale du low-cost, elle est très décourageante pour les opérateurs. Pourquoi ? Parce que ça leur donne l'impression que c'est sans fin. D'accord. Or, il y a quand même un certain nombre de choses qu'ils construisent et sur lesquelles ils doivent avoir une visibilité de retour.
des retours sur investissement. Quand on déploie des technos comme la 4G, ça coûte quand même assez cher. Il faut avoir une visibilité sur quel est l'horizon. Aujourd'hui, alors en plus chez nous, si vous parlez de la France en particulier, mais je crois que c'est dans les télécoms, la France n'est plus la bonne échelle. Mais en France, vous avez une instabilité juridique qui fait que, en gros, vous pouvez commencer à investir à un début de mandature, vous avez 5 ans pour le faire, et qu'après, ça sera démonté. Donc, si vous commencez au milieu du cycle, vous avez 2 ans pour avoir votre retour sur investissement, vous ne le faites jamais. Alors, donc, allez-y, monsieur au fond, et puis vous, juste devant après. Allez-y. Denis Thébault, Inelec Multimédia. Je peux vous demander de vous lever parce qu'on a... J'ai une question pour monsieur Piou. Vous avez entendu, le gouvernement va beaucoup nous aider. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt eux qui sont, entre parenthèses, dans la merde et qui n'arrivent pas à gérer les dépenses de l'État. Alors, est-ce que votre entreprise aurait des idées pour aider le gouvernement? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt nous qui devrions les aider à sortir de leur marasme et qu'ils se concentrent sur la gestion de leurs propres affaires. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal à gérer tous leurs effectifs, toute leur informatique, enfin, tout ce qu'on sait faire, nous, visiblement, ils savent très mal le faire. Est-ce que votre société a des idées pour aider nos pauvres ministres à mieux faire leur boulot? Alors, dire qu'ils sont très gros. Hein. Alors, merci pour le baobab, parce que c'est vraiment une perche monstrueuse. La modernisation des États, on l'a déjà fait dans à peu près 80 pays. Alors, pour des raisons assez variées. Modernisation des systèmes de vote en Afrique pour avoir des élections clean. Au Brésil, pour s'assurer que les dépenses de Bolsa Familia de M. Lula ne soient données qu'une seule fois et non pas autant de fois que quelqu'un amène une identité papier. Donc, je ne vais pas vous faire la pub de Gemalto, mais il y en a quand même tout un tas de... L'identité numérique, la vraie identité numérique régalienne, elle permet quand même de faire des services qui sont légalement opposables. Ça encourage le M-commerce, ça encourage tout un tas de choses, parce que ça amène un environnement de confiance. Donc oui, mais c'est pas de mettre de l'argent dans le système, c'est de créer une infrastructure, de rendre numérique les quelques rôles de base de l'État régalien, d'identité, d'authentification, de signature, de police, etc. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Le reste, c'est à nous de le faire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième chose, je pense que une fois que cette modernisation est faite, si vous voulez, la transformation de l'État, c'est pas tellement... c'est un problème de RH, c'est pas un problème d'économie. C'est comment je gère un grand nombre de fonctionnaires, leur carrière. Aujourd'hui, les gens qui sont dans un corps d'État, ils sont attachés à la santé, par exemple. Donc, ils ne vous pensent le ministère de la Santé que pour la santé, que plus d'argent pour la santé, etc. Ils ne voient plus l'intérêt général. Donc ça, c'est un problème très spécifique. Mais c'est un problème de people, c'est pas un problème de... Oui, il y a une Alors après, des idées, j'en ai des tonnes. Pour moi, à mon avis, oui, j'ai vu que on pourrait faire avec 9 ministres, 2 assemblées au lieu de 3, 200 députés au lieu de 500. Et la grosse erreur, je pense, des gouvernements successifs, si je peux quand même dire, c'est d'avoir laissé le système 1 sur 2, c'est-à-dire en fait l'attrition complètement random du gars qui a 50 balais ou 60 balais qui part à la retraite, alors que les Français sont attachés à leur service public. Et donc, si au contraire on avait une présence sur le field importante, avec des infirmières, des profs, ce qu'on attend d'un service public du terrain, et moins de centres, on gagnerait beaucoup d'argent. Et le centre, ce qui coûte le plus cher. On sait très bien que quand on a une rationalisation à faire dans une entreprise, si la première chose que vous faites, c'est de couper les vendeurs, vous n'allez pas avoir beaucoup de futur, parce que vous n'aurez pas de commandes. Et que si vous coupez un chef sur 2, un chef, en général, il coûte plus cher, et donc ça fait des économies plus rapides. Mais en général, il y a plus de vendeurs que de chefs. Enfin, Oui, mais les chefs valent plus cher, d'accord. Donc moi, je peux vous dire, pour avoir fait une fusion compliquée et longue... vaut mieux virer les chefs que les vendeurs. Voilà. Quand on est passé de 19 à 9, ça m'a économisé une centaine de vendeurs. Le chef n'est pas un métier d'avenir. Alors allez-y. Olivier, rassure-nous, tu ne vas pas faire de politique. Pardon ? Rassure-nous, Olivier, tu ne vas pas faire de politique. Non. Et en même temps, un baobab sur Jean-Daniel Torgeman, je pense que nous serions tous intéressés si vous reveniez un peu plus longuement sur l'affaire de la carte à puce aux États-Unis.
qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui fait que l'appétence des Américains est si faible? Est-ce que c'est not invented here, ou le manque d'investissement, ou toute une structure a changé? Est-ce que vous avez bien sûr tenté de modifier les choses, et quelle est votre stratégie là-dessus? Vous renoncez ou vous pensez qu'il y a encore des choses? Non, non, pas du tout. Je pense que je me suis mal exprimé. Les Américains, encore une fois, c'est devenu notre pays numéro 1. Donc si vous imaginez Gemalto comme un fabricant de cartes à puces, vous ne trouverez jamais que les US sont notre premier pays, et de loin. D'accord? Donc les US, ils utilisent nos technos à tout bout de champ. Le gouvernement américain a mandaté tous les fonctionnaires américains d'avoir ce qu'ils appellent un PIV. Alors, ils n'ont pas appelé une carte à puce. Le PIV, c'est le Personal Identity Verifier. Ça se fait en deux formats. Un format rectangulaire en plastique, ça s'appelle quand même un PIV, pas une carte à puce, ou une clé USB sécurisée. D'accord? Et ça authentifie tous les matins les fonctionnaires sur leur réseau informatique. Et après, ces objets les représentent chaque fonctionnaire vis-à-vis des services. Et vous savez, c'est la sécurité par le role-based security et non pas par les firewalls. Donc ça, c'est un premier point, ils l'utilisent beaucoup. Deuxièmement, c'est quand même là que se vendent les produits SIM, etc., qui sont dans tous les objets mobiles les plus haut de gamme. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la 4G, c'est le NFC, c'est les services à valeur ajoutée, etc. Donc vous ne les voyez pas parce que vous n'ouvrez pas les téléphones mobiles, mais dans tous les téléphones mobiles, il y a quand même des cartes SIM. Le grand changement, la révolution pour moi aux US, c'est quand Verizon adopte la 4G et que Dick Lynch me convoque et me dit « Monsieur Pugh, je veux mettre une carte SIM là-dedans. » Je lui dis « Monsieur, vous n'en avez jamais vu, il n'y en a pas dans le CDMA, etc. » Il m'a dit « Ouais, mon chef m'a dit que ça allait être vachement compliqué, mais quand même, je gagne plusieurs centaines de millions d'euros par an. Pourquoi? Parce qu'en séparant la personnalisation pour Verizon qui se fait dans la carte SIM de l'objet qui est un objet de Samsung, Nokia ou je sais pas quoi, eh bien ils deviennent du dépôt-vente. Quand Samsung, Nokia ou je sais pas qui invente un nouveau truc, il en dépose une palette dans le retail, dans le store, et si ça se vend, tant mieux. Si ça se vend pas, ils le reprennent pour aller le vendre au Zimbabwe ou là où vous voulez. D'accord? Donc cet avantage compétitif économique très tangible est parfaitement perçu par les opérateurs. Alors, si vous parlez de la carte bancaire, il se trouve que, historiquement, moi, j'y croyais pas. D'accord? Pendant 20 ans ou 15 ans, j'ai dit, ça n'arrivera jamais. Alors, jamais, c'était trop long. Il a fallu, il y a 2 ans, que j'avale mon chapeau. Pourquoi? Alors, pourquoi j'y croyais pas? Parce que les US, c'était un monde en ligne. Vous savez que depuis la déréglementation des TNT, vous pouvez faire un appel local gratuit à tous vos voisins. Et puis, comme les réseaux informatiques étaient performants, vous connaissez la procédure, vous swipez la carte magnétique. Pendant ce temps-là, on vous demande paper or plastique. Vous prenez vos affaires, vous les mettez dans votre sac en papier ou en plastique, et ça vous prend 3-4 secondes. Pendant ce temps-là, il y a un appel local gratuit qui est fait, une interrogation dans une méga base de données. Ça gêne personne que toutes vos factures, tous vos antécédents soient accessibles à n'importe qui, le vendeur de bagnoles usagées, n'importe qui peut savoir toute votre histoire. Donc on regarde si vous avez de l'argent, hop, ça revient par le réseau informatique, par l'appel local, 3-4 secondes, super performant, ça coûte 0 au marchand. Il y avait peu de chance pour déplacer quelque chose qui vaut 0, c'est pour ça que je n'y croyais pas trop. En fait, ça a changé le jour où, et tout le monde disait qu'il n'y avait pas de fraude. D'accord, système en ligne, neural networks pour contrôler, blablabla. Et puis un jour, il y a un assureur, événement totalement imprévu, il y a un assureur qui s'appelle AIG qui a fait faillite. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça amène la carte à puce bancaire aux US? Eh bien, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait de la fraude, mais cette fraude, elle était réassurée à cet assureur, et le jour où il est nationalisé, la Fed s'aperçoit qu'elle injecte 16 milliards dans le système tous les ans, qui vont dans la fraude et qui reviennent par l'assurance. Et donc, en fait, elle est en train de faire une méga lessiveuse. Du blanchiment. Voilà, que jusqu'ici, Visa et Mastercard disaient, non, moi, je vois pas de fraude. Bien sûr, ils voyaient pas de fraude. Ils payent. C'est pas qu'il y avait pas de fraude, c'est qu'ils payaient pas la fraude. Alors après, moi, j'ai regardé comment ils avaient pu s'en tirer à faire des approximations comme ça. Mais en fait, effectivement, ils avaient toujours dit, moi, je ne suis pas concerné par la fraude. Donc, quand AIG dit, ou la Fed dit, moi, je ne payerai plus la fraude de AIG, Visa a dû dire, merde, ça va me coûter 4 milliards par an. D'accord?
Or, le coût de déployer l'infrastructure aux US de carte à puce a été chiffré entre 5 et 10 milliards une seule fois. Et donc, ce jour-là, Visa et Mastercard ont dit on va passer à l'EMV, donc la structure de carte à puce. C'est-à-dire que je passe la responsabilité de la fraude au commerçant. Monsieur commerçant, vous acceptez une carte magnétique, s'il y a de la fraude, c'est vous qui la payez. S'il y a une carte à puce, c'est moi qui la prends en charge. Et donc, aujourd'hui, on est en train de déployer les cartes EMV. Et donc, d'ici, moi j'ai toujours dit, entre 2014 et 2016, vous allez avoir la conversion des US. Vous avez deux grandes conversions, en fait, qui sont en train de se passer, et ils sont en train de se tirer la bourre. C'est la Chine et les US, qui sont quelque part quand même les deux plus grands marchés. Bien. Alors, on va... Donc, il y a de l'avenir pour Gemalto, si c'est ça la question. Alors, juste, est-ce qu'on peut encore prendre une... Yves, on peut prendre encore une ou deux questions? Alors, allez-y, attendez le micro, il arrive, posez votre question. Pardon, Michel Fanerol, ma question, elle va dans le sens de l'évolution de la monnaie électronique. De plus en plus de commerce électronique, donc besoin de monnaie électronique, de transactions courtes, pas chères. Plus près le micro. Comment vous voyez l'identification, carte à puce, pour reprendre le terme, logiciel, comment vous voyez l'évolution portable versus carte bancaire, etc. Quelle est votre vision ? Alors, en fait, d'abord, il faut remettre les choses dans un contexte. Rappelez-vous, on a fait quand même 8 ou 9 porte-monnaies électroniques en France, en Allemagne, ils s'appelaient Moneo, etc., alors qu'il n'y a qu'une seule monnaie unique. On ne les a toujours pas fusionnés, mais on a été trop paranoïaque sur un certain nombre de choses. Moi, je me souviendrai toujours avoir allé avec, je crois que j'ai vu Jean-Pierre Tual qui était dans la salle, qui était chez Bull à l'époque, qui était mon concurrent. On est allés tous les deux plancher devant Monsieur Trichet, qui était le patron de la Banque de France, qui nous a fait un cours génial sur la M1, la M2, la M3, etc. C'était super important. Résultat, on a fait une méga usine à gaz, tellement chère que ça n'a jamais fonctionné. Quand on a voulu faire la même aux US, on est allé voir Monsieur Greenspan, qui nous a dit quoi, pourquoi vous voulez faire un truc si compliqué? On lui a sorti la M1, la M2, etc. On s'enterrait comme des fous à chaque fois. Il nous a dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? J'ai dit, ouais, c'est super important. Non. Il y a 300 millions d'Américains, vous voulez leur donner $20 qui expirent tous les jours. S'ils fraudent tous en même temps, le même jour, les $20, ça fait 6 milliards de dollars. Franchement, j'en ai rien à fiche. La masse monétaire américaine, c'est des trilliards de dollars. Et d'ailleurs, il a eu raison, puisque M. Kerviel a piqué 5 milliards et ça n'a pas fait tomber l'économie française. D'accord ? Donc, il faut garder un peu de distance sur des choses qui nous paraissent... Comme on est tous des ingénieurs, on a envie que ce soit super carré, etc. Et je vous donnerai d'autres exemples, si on avait le temps, de pays qui ont construit de façon sciemment le fait que leur système n'est pas balancé. D'accord ? C'est-à-dire que le système, vous savez, normalement, les comptables, s'il y a un débit, il doit y avoir un crédit, etc. Au Bangladesh, au Kenya, en Ouganda, etc., ils ont considéré que le risk management était tel que, en fait, et ça marche très bien, hein, après 10 ans d'expérience, l'imbalance, c'est quelques dizaines de millions d'euros qui se baladent. C'est tout à fait gérable. Bon, donc ce point mis à part sur le fait que nous, collectivement, bien français, super cartésien, tout doit être carré, additionné, machin, pas sûr. Alors, d'un point de vue techno, c'est un problème simplement de logiciel. Il faut simplement que ce logiciel réside dans un endroit sécurisé. Je me contrefous qu'il soit amovible, qui s'appelle une carte SIM, qui soit dans une carte bancaire, qui soit dans un élément sécurisé soudé dans un Samsung, dans un Apple ou dans un Google Phone, qui soit dans un app processeur de, je sais pas quoi, de Qualcomm, de Broadcom, ou qui veut bien faire des app processeurs. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ce niveau de sécurité. Ce niveau de sécurité, on a travaillé avec l'industrie pendant des années pour qu'il soit mesurable. Parce que, vous savez, il y a 20 ans, on disait ma carte à puce, elle est plus sécure que la tienne. C'était vachement difficile pour un banquier de la regarder et de dire elle est mieux. Donc il y a eu une échelle. Cette échelle, elle est reconnue de façon internationale. Elle va de 0, pas de sécurité, à 7. C'est les trucs pour lancer les missiles de croisière ou la bombe atomique, quoi. Il faut s'assurer quand même que c'est bien Obama qui appuie sur le bouton. Puis j'espère que ça fait Are you sure? Are you sure? Are you really sure? Quoi. D'accord? Mais la qualité bancaire, c'est EAL 5 ou EAL 4+. D'accord? À partir du moment où vous êtes capable de certifier l'objet numérique à ce niveau de sécurité-là, vous avez une carte à puce. Si vous voulez, la grande révolution aussi de Gemalto, dont je me disais de transformer, une de nos révolutions, ça a été de nous dire,
finalement, le format rectangulaire, pourquoi est-ce qu'on est bloqué sur ce format rectangulaire? Moi, j'y se trouve que j'étais sous les tours le 11 septembre quand elles sont tombées. J'avais rendez-vous à 9h, juste devant. D'accord? Je suis resté coincé une semaine. Je me suis dit, bon, on devrait quand même pouvoir faire un peu mieux pour la sécurité des voyageurs. Donc on a imaginé le passeport électronique, ça a mis un temps fou pour arriver à les convaincre, on a eu les mêmes choses que ADS, les recours, les machins, bref, pourquoi vous utilisez une techno française, etc. À la fin du fin, aujourd'hui, cette même techno de sécurité, elle est dans un bout de papier. D'accord? Donc Gemalto, ils vendent des logiciels de sécurité qui soient soit embarqués dans un objet que vous avez dans la main, peu importe qu'il soit rectangulaire, papier, clé USB, device, tablette, game console, connected TV, je veux dire, il y en a des wagons de plus en plus, ou bien dans les back-office des banques, les back-office des telcos, les back-office des retailers, etc. Hein? Soit devant, soit derrière, et ils interagissent. Et ce monde numérique, il s'adapte. C'est pas évident que ce soit la même solution, et il faut surtout pas se dire qu'il n'y en a qu'une. Surtout pas. Donc une de nos révolutions, ça a été de se dire finalement le logiciel embarqué dans un bout de papier, ça marche. Bon, quand vous le dites comme ça, vous dites comment il fonctionne le soft. Mais en fait, il y a toujours un bout de compute quelque part quand même. Alors il va falloir se quitter parce que le temps avance, on est déjà pas mal en retard. Juste en conclusion, Olivier Piou, donc aujourd'hui vous êtes à 2,2 milliards de chiffre d'affaires. Dans 5 ans, ou disons à l'horizon 2020, c'est combien? 10, 50? Alors, déjà, ce qui nous porte le plus, c'est notre croissance organique. D'accord? On croît entre 8 et 12%, et je pense que le double digit, il est jouable, en tout cas les prochaines années, parce que le monde, en fait, il se diversifie. Hein, les nombres d'objets connectés, je ne sais pas si ça sera 50 milliards ou 100 milliards, ou même 20 milliards, mais aujourd'hui, il n'y en a que 5 ou 6, etc. Donc, on a largement de quoi s'occuper. D'accord? Quand vous voyez tous les usages de cloud computing, etc., de sécurité, de NFC, etc., il se trouve qu'on a gagné en plus de grands contrats. Donc, nous, on a largement de quoi s'occuper. Donc, sur les 4-5 ans, c'est assez clair. 20 ans, quand moi, j'ai fait plusieurs plans à 10 ans dans ma vie, hein, vous parliez de mon expérience chez Schlumberger, on n'a jamais réussi à rêver assez loin. C'est-à-dire qu'en 2005, tout ce qu'on avait rêvé pour 2015, c'est arrivé 5 ans ou 6 ans plus tard. D'accord? C'est-à-dire que vous faites un plan à 3 ans, il n'arrive jamais à 3 ans, mais il a plutôt tendance à prendre 4 ou 5. Vous faites un plan à 10 ans, il arrive en 6 ou 7 ans. D'accord? Donc, un plan à 20 ans dans notre métier. Non, mais disons 10 ans. Je vous ai dit 2020, c'est encore plus. 3 ans, j'ai l'habitude de dire que 3 ans, c'est l'éternité dans notre métier. Donc 20 ans, c'est quand même dur. Ouais. Mais dans 10 ans, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une conscience globale bien plus grande. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on voit qui est interconnecté, etc., ça sera vraiment real-time avec des outils d'intelligence qui feront que vous les aurez autour de vous. D'accord? Vous allez, ou bien d'ailleurs, si ça se passe mal, ça pourrait aussi mal se passer, hein, parce qu'on a quand même tous une responsabilité collective à le faire bien, d'accord? Et je veux quand même aussi dire ici, puisqu'on a beaucoup d'ingénieurs, qu'il y a peu de gens dans le monde qui ont cette compréhension et que c'est une responsabilité que nous avons de ne pas faire des conneries. Quand je vois certains qui vendent n'importe quoi pour le plaisir de faire un chiffre d'affaires, je vous mets quand même devant vos responsabilités éthiques. Et cette parenthèse étant mise à part, si ça se déroule à peu près bien, c'est-à-dire que les grands conflits, en gros, soient résolus. Voilà. Personne n'appuie sur le bouton. Oui, are you sure, d'accord. J'espère qu'il y a un bug à ce moment-là pour que ça parte pas. Le monde va devenir... Il va avoir cette intelligence partagée qui est quand même intéressant à observer, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on en fera? Franchement, quand on avait débuté l'Internet, moi je pensais que ça serait beaucoup plus Wikipédia, c'est-à-dire un partage de la connaissance. Oui. Ça serait pas évident que ça deviendrait commercial comme ça l'est devenu. Donc moi je crois dans l'homme, je crois dans le fait que les gens sont capables d'apprendre et de maîtriser ce genre de choses. Il y a des choses qu'il faudra gérer, le droit à l'oubli par exemple, si on ne veut pas sacrifier toute une génération qui n'a pas forcément réfléchi à faire des conneries sur Internet et qui aujourd'hui ne peut pas l'effacer, donc il va falloir qu'on avance. Mais moi je la vois assez bien. Le flip side, c'est
le retour à un âge féodal, c'est-à-dire ces grandes villes qui sont en train de se créer. Hein. Il faut voir qu'on a tous vu, on a plus de 20 ans, il y a 20 ans, Shanghai ne dépassait pas la rivière. D'accord ? Il n'y avait qu'un seul côté. Aujourd'hui, de l'autre côté, il y a une ville de 18 millions d'habitants, etc. Dans les 10-15 ans qui viennent, les grandes mégapoles de Mexico City, de Lagos, etc., toutes celles qu'on voit, elles deviendront soit ingouvernables, parce que c'est pas évident à gouverner, des trucs comme ça. Hein. On parlait des politiciens et de ce qu'ils devraient faire, mais c'est pas si évident à gérer. Soit au contraire... intelligente. Voilà. À nous de la jouer bien. D'accord. Merci pour ce message d'optimisme. Merci Olivier. Merci Philippe. Moi, j'aurais bien continué à écouter Olivier pendant une demi-heure, mais... Merci Olivier, merci Philippe de nous avoir... Ça marche, vous m'entendez ? Donc, ainsi se termine cette soirée, la première partie de la soirée. Alors, j'ai deux dates à vous communiquer. D'abord, cet événement, Yves vous en a parlé. Après, le Game Changer, c'est The Digital Gold Mines. Alors, ça a lieu, bien, comme tous les ans, à Montpellier, 19, 20, 21. Alors, tous les ans, on se pose la question, est-ce qu'on reste à Montpellier ? La réponse est oui, pour deux raisons. Parce que c'est quand même sympa d'être à Montpellier. Et le soir, il n'y a pas de 36 tentations. Donc, quand on est à Paris ou à New York, il se passe des tas de choses. Donc là, on passe des soirées formidables et je vous encourage vivement à venir. La deuxième chose que je voulais vous dire, nous avons recruté 10 nouveaux membres. Donc, pour atteindre ce chiffre magique de 50, il nous faut 9 autres membres. Donc, s'il y a des candidats dans la salle, vous nous verrez, Yves et moi. On a des bulletins de souscription prêts. Et on fait moins 10% si vous signez ce soir. Vous voyez, j'ai pas perdu mon tempérament de commerçant. Et enfin, pour ceux qui ont un peu de temps, je vous encourage à monter au premier étage, il y a un cocktail, et c'est là où vous allez récupérer votre bouquin, donc vous êtes obligés de venir boire un verre avec nous. Merci, à bientôt. Et